Dans son ouvrage sur la décadence, Pierre Jourde constate que le corps huysmansien est un corps en pièces. Si les motifs du morcellement et de la décomposition circulent dès les premiers récits, ils acquièrent une densité poétique et herméneutique nouvelle dans les œuvres d'après la conversion. Ils prennent désormais sens à la lumière d'une spiritualité catholique doloriste qui valorise les vertus réparatrices de la souffrance, comme en témoigne le cas exemplaire de sainte Lidwine de Schiedam. Dans la géographie qu'il lui consacre, Huysmans se penche sur la mission de substitution de cette malade expiatrice du XVIe siècle qui acquitte par des souffrances pathologiques maximales la rançon des péchés d'autrui et exemplifie à même sa chair la doctrine de la réversibilité. La description du corps saint, devenu un véritable fruit de souffrance, écrasé et pressuré par Dieu, est l'occasion pour l'écrivain de développer le programme du naturalisme spiritualiste, qui entend faire, je cite, entrevoir dans des corps broyés des âmes qui rayonnent. Loin d'être passé sous silence, le corps mis à feu et à sang fait l'objet d'un spectacle hyperbolique à rebours du bégueulisme de la littérature pieuse contemporaine. La visibilité exacerbée a pour fin l'exploration de l'invisible. Le corps déchiqueté renvoie un sens transcendant et se charge en retour de signification. Ainsi, tout en restant fidèle à son identité poétique, Huysmans spiritualise la représentation du corps décomposé. En tenant la gageure de fonder la réflexion métaphysique sur la monstration éprouvante des maux physiques, l'auteur entremêle et confronte deux approches contradictoires du fragment. Celui-ci s'inscrit en effet à l'entrecroisement de deux paradigmes, l'un religieux, l'autre scientifique. Lidwine se présente à la fois comme un reliquaire vivant, dont chaque bribe de chair témoigne du pouvoir de la transcendance, et un musée pathologique incarné qui donne à voir une collection disparate de morceaux de corps, tout à la fois extraordinaires et monstrueux. Cette stratégie d'interpolation invite à déceler de paradoxales affinités entre imaginaire médical et imaginaire mystique, unis par une même rêverie morbide sur les bribes de chair. En situant le fragment au carrefour de deux paradigmes, Huysmans invite par ailleurs à se pencher sur la dialectique de déstructuration et de recomposition qui sous-tend tout à la fois le corps de la sainte et celui du texte. Et il pose la question de l'instance, octoriale, divine ou clinique, qui peut procéder à cette remise en ordre. La représentation du corps en charpie est ainsi l'occasion de déployer une poétique du fragment dont il convient d'interroger les enjeux formels, esthétiques et métaphysiques, tout en se demandant si l'on ne peut pas y voir un facteur paradoxal d'unité et de cohérence de l'œuvre. Après avoir étudié les procédés grâce auxquels Huysmans subvertit et renverse l'approche médicale du corps souffrant, je me pencherai sur la manière dont il accorde l'imaginaire équivoque du morcellement au genre exemplaire de la géographie. Et pour finir, je me proposerai d'envisager le texte comme un discours reliquaire qui met en œuvre une sémiologie sacrée du fragment. Donc j'en viens à ma première partie, à rebours de l'idéal clinique d'une description bien faite. La description du corps morcelé repose sur un paradoxe qui est propre à l'esthétique du naturalisme spiritualiste. Si Huysmans pousse au paroxysme l'écriture naturaliste en exhibant le corps en pièces, il met en crise la démarche anatomo-clinique fondée sur une ambition de déchiffrement total de l'homme, réduit à sa dimension organique. L'écriture huysmansienne fait appel à un réalisme physiologique exacerbé et se livre à une auscultation minutieuse des bribes de chair. Alors, prenons-en pour exemple la citation 1 de l'exemplier, qui décrit le corps de Lidwine. Une tumeur apparut sur l'épaule qui se putréfia. Puis ce fut le mal redouté du Moyen-Âge, le feu sacré ou le mal des ardents qui entreprit le bras droit et en consuma les chairs jusqu'aux os. Les nerfs se tordirent et éclatèrent, sauf un, qui retint le bras et l'empêcha de se détacher du tronc. Il fut dès lors impossible à Lidwine de se tourner de ce côté, et il ne lui resta de libre que le bras gauche pour soulever sa tête qui pourrit à son tour. L'accumulation de propositions coordonnées ou juxtaposées fragmente la phrase, déployant ainsi un jeu de miroir entre la structure syntaxique morcelée et la désorganisation du corps. L'amoncellement des maladies va de pair avec la déstructuration infinie de la chair, scandée par les verbes qui déroulent les isotopies de la destruction et de la dissolution, que j'ai mis en italique dans la citation.
La description dénombre avec précision les mots du corps, mis sous les yeux du lecteur grâce à une rhétorique de la copia et de l'hyperbole. Mais tout en observant et en nommant scrupuleusement les maladies et les organes affectés, la géographe dévoie l'idéal de la description clinique tel qu'il est défini par Michel Foucault. Selon le philosophe, l'âge de la clinique est marqué au XIXe siècle par la promotion d'un langage caractérisé, je cite, par sa précision qualitative, afin de guider notre regard dans un monde de constante lisibilité. La rigueur descriptive sera, dit-il, la résultante d'une exactitude dans l'énoncé et d'une régularité dans la dénomination. Or, la dynamique de l'excès et de la surenchère qui est mise en œuvre opère justement en sens inverse de cette langue mesurée qui devrait être celle de la clinique. Certes, le texte multiplie les emprunts à la langue médicale. Je vous renvoie par exemple à la citation 2. Bientôt, en sus de ses autres infirmités, sa poitrine jusqu'alors indemne s'attaqua. Elle se moucheta d'échymoses livides, puis de pustules cuivrées et de clous. La gravelle qui l'avait torturée dès son enfance et qui était disparue revint, et elle évacua des calculs de la grosseur d'un petit œuf. Ce furent ensuite les poumons et le foie qui se carrièrent, etc. S'il sollicite d'innombrables termes cliniques pour énumérer les maux de la sainte, devenu un véritable traité pathologique incarné, on voit que Huysmans joue avec le lexique scientifique en saturant le texte de mots techniques. Les termes médicaux, loin d'élaborer un discours rationnel rigoureux, déploient une force centrifuge qui diffracte le diagnostic en une multitude de maladies incompatibles les unes avec les autres. La pluralité des troubles et des symptômes met en échec le regard clinique censé opérer sur l'être de la maladie, une réduction nominaliste. Répertoire vivant de maladies, Lidwin invalide toute entreprise d'unification et de compréhension de l'être pathologique. Le dénombrement des symptômes crée un effet liste qui sape le travail de l'analyse médicale fondée sur une ambition classificatoire. À la mise en ordre clinique se substitue une kyrielle de mots hétérogènes qui ébranle toute vision synthétique et empêche de porter un regard panoramique sur le corps. Déstructuré de la tête aux pieds, Lidwin ne peut que réduire la description à un bric-à-brac de mots. Le regard est forcé d'adopter une logique énumérative. Il va de la surface de la poitrine, striée de taches et bientôt infestée de pustules et autres bubons, à la profondeur des organes en décomposition, sans pour autant parvenir à dépasser la fragmentation de l'organisme pour élaborer une approche globale de ce dernier. L'accumulation de mots qui ne peuvent coexister ensemble arrache par ailleurs le corps à toute cohérence chronologique. Le ventre de la sainte constitue à cet égard un fragment signifiant. Après avoir, je cite, fini par éclater ainsi qu'un fruit mûr, il enfle de nouveau pour être à nouveau crevé par des soudards qui martyrisent la sainte. Baudruche qui crève et se regonfle à l'infini, le ventre n'acquiert aucune épaisseur temporelle. Chaque nouveau symptôme efface la trace du précédent. Le corps est amputé de sa fonction mémorielle, il n'archive plus les mots qui s'annulent réciproquement. Le récit met sous les yeux du lecteur une série d'images d'un même fragment corporel, incompatibles les unes avec les autres. Le corps de la sainte apparaît comme éminemment paradoxal. À la fois exhibé et éclaté, il s'offre simultanément comme un spectacle hyper visible et irregardable. La fragmentation exacerbée du corps pousse en effet la représentation à ses limites, comme en témoigne le gros plan sur la figure défigurée de la sainte. C'est la citation 4 dont je vous lis un extrait, à partir de la ligne 2. Le front se fendit de la racine des cheveux jusqu'au milieu du nez. Le menton se décolla sous la lèvre inférieure et la bouche enfla. L'œil droit s'éteignit et l'autre devint si sensible qu'il ne pouvait supporter sans saigner la moindre lueur. Un peu plus loin, enfin, après une esquinancie qui l'étouffa, elle perdit le sang par la bouche, par les oreilles, par le nez, avec une telle profusion que son lit ruisselait. Donc on voit qu'à force de détails, le corps devient irreprésentable et se réduit à un amas de chair déstructurée, où la fragmentation rivalise avec la dissolution, comme en témoignent les flots de sang qui jaillissent du nez et de la bouche mis en pièces. La description frise non seulement les limites de la représentation, mais aussi celles du langage. Le vocabulaire clinique côtoie ainsi paradoxalement une rhétorique de l'ineffable. Lidwin est réduite à, je cite, quelque chose de monstrueux et d'informe, dont ne sait quoi.
l'engloutissement du signifié, absorbé par l'indéfini quelque chose de monstrueux et d'informe. Donc ce quelque chose fait de la sainte une chose sans nom. Huysmans pousse la déformation corporelle au point de basculer dans l'infigurable, dans l'indicible. À force de nommer symptômes et maladies, la géographie débouche sur une indéfinition du langage, incapable de cerner et de décrire le corps dans son ensemble. On a l'impression qu'Huysmans épuise le langage médical, le pousse à bout pour le forcer à avouer ses limites et à se désagréger face à ses propres excès. La description du corps fragmenté apparaît par ailleurs comme un pied de nez aux disciplines médicales qui dépaissent l'organisme dans une perspective de connaissance et de domination de celui-ci. Au XIXe siècle, on a déjà vu ça dans le colloque, la découpe des corps fait signe vers la clinique moderne qui perfectionne l'art de la chirurgie et de l'anatomie. Certes, Huysmans convoque le motif du corps déchiré et fait du texte une table de dissection métaphorique. C'est la citation 5. Et cependant, la meute de ces maladies continuait à la dilacérer. Elle fondait sur elle avec une recrudescence de rage. Son ventre avait fini par éclater ainsi qu'un fruit mûr. Il fallait lui appliquer un coussin de laine pour refouler les entrailles et les empêcher de sortir. Mais tout en donnant accès au-dessous de la peau, il inverse la capacité d'élucidation promise par la pénétration des chairs. Le corps ouvert n'offre au regard qu'un chaos de viscères, forçant la démarche anatomique à s'inverser et à tenter de refermer la chair menacée de déréliction. Plus le corps de Litvin exhibe sa profondeur organique, plus il échappe aux lois scientifiques. Huysmans spiritualise ainsi la démarche anatomique et il la met entre les mains du divin. L'épuration mystique du corps est en effet assimilée à une opération chirurgicale. Je cite le texte. Cette chair jeune et charmante dont il avait revêtue, Dieu la coupe et il l'ouvre dans tous les sens, afin de mieux saisir l'âme qu'elle enferme et la broyer. Il élargit ce pauvre corps. À rebours de la méthode moderne de l'anatomie pathologique qui ouvre les corps, sinon pour les guérir, du moins pour les comprendre, le divin met en œuvre une sorte de chirurgie inversée qui s'enfonce du manifeste vers le cachet, non pas pour chercher les causes physiologiques du mal, mais pour saisir la part spirituelle de la patiente. Le corps modelé de la sainte, modelé et morcelé, on va dire, confronte ainsi la démarche et le vocabulaire clinique à leurs limites. Huysmans subvertit l'idéal d'un regard et d'un langage apte à cerner et à organiser les symptômes. Il sape la portée cognitive de la description. Le savoir médical n'est convoqué que pour mieux être déjoué, afin de susciter un incongru référentiel. Paradoxalement, en poussant l'écriture de la maladie à ses limites, Huysmans arrache le corps aux lois de la mimésis réaliste pour explorer les voies d'un merveilleux et d'un fantastique physiologique. J'en viens à ma seconde partie, donc une sainte au masque de Gorgone, imaginaire du monstrueux et fantastique physiologique. En détaillant la mise en pièces du corps de la sainte par le divin, Huysmans tient la gageure d'accorder les motifs du morcellement et du grouillement qui nourrissent déjà l'œuvre d'avant la conversion à l'orientation chrétienne doloriste de la géographie. L'écrivain catholique reste fidèle à ses affinités esthétiques et ne renonce pas à l'héritage stylistique naturaliste, ni aux thématiques décadentes qu'il affectionne. La chair macérée et morcelée permet de tisser un lien de continuité entre l'esthétique de la décadence et la spiritualité catholique, unifiée par la place prépondérante qu'elles accordent au corps souffrant. La représentation du corps en charpie de Litvin est l'occasion de laisser libre cours à l'imaginaire du monstrueux et du morbide. Le fragment est un matériau brut remodelé par un regard esthétique qui déploie un fantastique de la maladie. Cette expression, fantastique de la maladie, est employée par Huysmans à propos des œuvres d'Odilon Redon, qu'il admire, et elle invite, il me semble, à se pencher sur la manière dont l'hagiographe est nourri par les réminiscences picturales de l'écrivain décadent. La mise en regard de la description littéraire du corps fissuré et grouillant de Litvin et des ekphrasis qu'il fait des gravures de Redon révèle ainsi de profondes affinités poétiques. La déstructuration faciale de la sainte n'est pas sans rappeler les planches de Redon où évoluent, je cite, des figures étranges, des faces en poire tapée et en cône, des têtes avec des crânes sans cervelet, des mentons fuyants, des fronts bas se joignant directement au nez, puis des yeux immenses, des yeux fous, jaillissant de visages humains déformés.
De même, les vers qui se font jour sous la peau du ventre de Lidwine et qui pullulent dans 3 ulcères longs et larges comme des fonds de bol, ces vers rappellent le grouillement microscopique des planches de Redon, où Huysmans est fasciné par, je cite, « la cohue sinistre et féroce d'asticots qui campent et vermillent dans les routes effondrées des ventres. Il semble, dit-il, c'est la citation 7, à propos de la planche de Redon, il semble que toute la faune des vers filaridés, que toutes les peuplades des parasites fourmillent en la nuit de cette planche. » L'écrivain retrouve ainsi les formes sinueuses qui déploient un processus de délitement infini. Le plaisir du regard microscopique se focalisant sur les corps gris et aqueux et les têtes noires des vers fait écho au fourmillement tentaculaire qui avait fasciné le critique d'art dans les gravures de Redon. Il faut cependant noter que les motifs du morcellement et de la pourriture ne sont pas l'apanage de l'imaginaire décadent. La lecture des intertextes religieux revendiqués par Huysmans révèle en effet la même complaisance à décrire le corps décomposé. Dans un ouvrage de Goerz, La mystique divine, naturelle et diabolique, qui figure dans la bibliographie liminaire de Sainte Lidwine, dans cet ouvrage, Goerz évoque ainsi la chair suppliciée de Lidwine. C'est la citation 8. 3 ouvertures s'étaient formées dans son corps et par elles sortaient des vers d'une couleur verte, de la longueur d'1 pouce et gros comme un fuseau. Pour les attirer, on plaçait sur ces ouvertures des cataplasmes de farine et de miel. Loin d'être uniquement alimentée par les réminiscences artistiques de Huysmans, l'image du grouillement circule déjà dans les textes apologétiques qui fondent l'exemplarité du corps souffrant sur la monstration exacerbée des supplices organiques. Il en est de même pour la rêverie culinaire dont le corps fait l'objet. Certes, en réduisant Lidwine à une chair hachée livrée à une véritable cuisine corporelle, Huysmans module des motifs déjà omniprésents dans son œuvre d'avant la conversion. Mais l'imaginaire alimentaire n'est pas pour autant un ingrédient ajouté en force par un écrivain qui ne pourrait pas renoncer aux épices de la décadence. Huysmans ne fait en effet que développer des thèmes et des images déjà présents dans les textes chrétiens dont il s'est nourri et avec lesquels son imaginaire a des affinités électives. Il déploie le motif culinaire en germe dans la description de Goerz et en se contentant de rajouter quelques ingrédients au cataplasme de farine et de miel. C'est la fin de la citation 6. L'on rappelait des médecins qui prescrivirent d'appliquer sur ces nids de vermine des cataplasmes de froment frais, de miel, de graisse de chapon, auxquels d'aucuns conseillèrent d'ajouter de la crème de lait ou du gras d'anguille blanche, le tout saupoudré de chair de bœuf desséchée et réduite en poudre dans un four. La description du corps, véritable millefeuille de chair et de matière, est donc tout à la fois nourrie par l'imaginaire fin de siècle et par les intertextes hagiographiques qui n'hésitent pas à aborder la sainteté sous son aspect organique. L'esthétique de l'abjection corporelle s'accorde ainsi à la visée spirituelle du genre apologétique fondé sur ce qu'Arlette Michel décrit comme le paradoxe du sublime chrétien, qui fait coïncider, je cite, la plus grande beauté avec l'acceptation par amour et dans l'amour du pire abaissement. Mais cette coexistence du sublime et de l'ignoble n'est pas sans danger pour l'écrivain. Si la charogne est élevée au sublime, l'entrechoquement d'images relevant de registres opposés risque de la faire basculer dans le grotesque. En témoigne notamment l'image déroutante de Lidwine, qui nourrit sa garde malade d'un lait céleste au sortir de sa vision des vierges allaitant Jésus d'un lait sacré. C'est la citation 9. L'entrée dans la chambre de Catherine Simon, impatiente de voir se réaliser la promesse de son rêve, ramena Lidwine à elle-même. Et lorsque son amie lui réclama du lait, elle toucha de sa main gauche la fleur de son sein. Et le lait qui avait disparu avec son retour ici-bas revint. Et la veuve en but par 3 fois et ne put, pendant plusieurs jours, prendre aucune nourriture. On voit que la scène subvertit l'iconographie traditionnelle de la Vierge allaitant l'enfant. À l'image sublime de la Mère de Dieu se substitue celle d'un monstre dont la poitrine était, rappelons-le, mouchetée d'ecchymoses et de pustules. En entrelaçant une esthétique de l'horrible et du grotesque avec des scénettes empruntées à l'iconographie chrétienne, Huysmans risque de faire primer la fascination pour le monstrueux et de dévoyer le rôle exemplaire du corps souffrant. Il se plaît ainsi à multiplier les images de la monstruosité. La sainte présente le masque en pièces d'une gorgone. Elle est tout à la fois animalisée en offrant la vision d'un mufle léonin. Elle est cadavérisée à l'infini, muée en un squelette, c'est dans le texte. À cet égard, le corps en morceaux de Lidwine n'est pas sans rappeler les pièces réunies dans les musées d'anatomie pathologique en vogue dans le second XIXe siècle.
De même que la monstration terrifiante des secrets corporels dévoyait le rôle scientifique en attraction pour le monstrueux, de même, face au musée pathologique incarné qu'est la Sainte, Huysmans risque de faire primer l'effet équivoque de fascination et de répulsion sur la visée exemplaire du spectacle. Il joue sur une pragmatique du dégoût qui risque de subvertir le but apologétique. Notons que l'écrivain semble conscient de ce risque. La réaction des visiteurs venus voir Litvin met en effet en abîme le danger encouru par le spectacle du corps en fragments. Je vous lis un extrait. La plupart ne regardaient que cette tête fendue du front au nez, que ce visage craqué comme une grenade, que ce corps dont les chairs en fuite avaient dû être ainsi comprimées, et le dégoût leur venait de tant d'infirmités. La mise en scène de ces réactions de dégoût face au monstre qu'est la Sainte programme la possibilité d'inverser l'effet originel du récit hagiographique. Celui-ci risque de mettre son lecteur en déroute et non en route vers un processus de conversion. Si Huysmans utilise les ressources de la réflexivité pour souligner le danger pragmatique encouru par la représentation de débris corporels dégoûtants, il entend néanmoins dépasser ce risque. Loin d'être le simple support d'une expérimentation poétique qui joue sur le lien entre corporel et monstrueux, horrible et grotesque, le corps morcelé devient le réceptacle du sacré. Il est investi d'un sens spirituel dense qui lui confère une unité herméneutique. J'en viens à ma troisième partie, un texte reliquaire. Huysmans met en œuvre une entreprise de recharge sacrale du fragment. La Sainte expérimente, je cite, que le mariage de l'âme ne se consomme le plus souvent que lorsque le corps est réduit à l'état de poussière, à l'état de loques. La déréliction physique est la condition nécessaire pour s'élever vers la transcendance. À rebours du mouvement de laïcisation du signe engagé au XIXe siècle, qui fait que les acceptions du signe comme présage ou miracle, ou la référence au signe de la croix reculent, Huysmans remotive le sens spirituel des bribes de chair. Alors je passe sur l'interprétation figuriste du corps pour en venir à l'exemple des stigmates. Le corps en lambeaux trouve le principe de son unité en faisant signe vers le divin. Au sein de la chair défaite émergent en effet des morceaux de choix surinvestis de signification. C'est le cas des stigmates, dont Litvin est marqué au pied et à la main. La réaction d'un curé incrédule face à la main stigmatisée témoigne du potentiel sémiotique extraordinaire de cette dernière. Alors que le prêtre avait été initialement dégoûté par la vue de Litvin, le dévoilement de la main marquée du sceau divin déclenche une lucidité herméneutique. Elle engage à envisager le corps souffrant dans une perspective d'imitation christique. « Ah, comment ne me suis-je pas rendu compte moi-même, alors que je vous confessais, que vous étiez une de ces âmes que Jésus se plaît à emplir jusqu'au bord de ses grâces » s'exclame le confesseur, reproduisant ainsi le parcours de saint Thomas qui croit en Dieu parce qu'il croit ce qu'il voit. Gravé de signes visibles et palpables, la main devient une preuve incarnée dont la monstration est simultanément démonstration de la puissance du divin. Elle appelle à une exégèse chrétienne, autorisée par le dogme de l'incarnation. La spiritualisation des morceaux de chair se poursuit après la mort de Litvin, conformément à la tradition catholique qui décompose le corps des saints, dont les restes sont précieusement conservés et investis d'un sens spirituel. Les reliques font de chaque parcelle du corps saint un réceptacle du sacré. Huysmans détaille le destin du corps qui, après avoir été exhumé, est à nouveau fragmenté en de multiples morceaux, investis d'un rôle testimonial. Les ossements sont transférés dans le palais de la souveraine des Pays-Bas, à Bruxelles, qui en distribue de menus morceaux à divers couvents et églises. Je vous renvoie à la citation 11. Donc, cette princesse, que passionnait la mémoire de Litvin, fit transférer ses ossements, enfermés dans une châsse d'argent, dans l'oratoire de son palais à Bruxelles. Un an après, en 1916, une partie de ces restes fut remise dans un coffret d'ébène et d'argent aux dames chanoinesses de Mons et confiée à leur garde dans le sanctuaire de Sainte-Vaudrue. Une seconde partie des ossements fut encore concédée par la princesse en 1626 au couvent des Carmélites qu'elle avait fondé, en 1607 à Bruxelles. Enfin, une troisième partie échut en 1650 à l'église Sainte-Gudule. Donc, comme le corps de la Sainte de son vivant, les reliques semblent soumises à une dynamique de diffraction infinie.
Certes, cette dispersion sert la propagation géographique du culte. Mais à force d'avoir été réparties ça et là, les reliques deviennent introuvables et échappent à la traditionnelle liturgie de l'ostension, ainsi que le constate Huysmans lorsqu'il cherche les traces de Lidwine à Schiedam. C'est la citation 12. Quant aux reliques, elles disparurent sans qu'on ait jamais su comment. Aucune trace ne subsiste à Saint-Vaudru et à Sainte-Gudule des dépouilles de Lidwine. Elles auraient été dispersées pendant la Révolution. Enfin, les jansénistes de cette ville détiendraient eux aussi quelques fragments, mais ils les cachent. L'enquête échoue, comme en témoignent les autopsies de la disparition qui cernent l'évocation des reliques. Faute d'avoir laissé des traces, celles-ci risquent d'être amputées de leur fonction mémorielle et apologétique. La géographe semble confrontée à un vertige du morcellement et de la dissolution qui fragilise le rôle exemplaire du corps souffrant et de ses fragments. Dès lors, on peut envisager la géographie huysmansienne comme une réponse littéraire à ce danger. La monstration exacerbée du corps en morceaux peut se lire, il me semble, comme une tentative paradoxale pour contrer le risque encouru par la dynamique de dissolution illimitée. Montrer le fragment, c'est en garder une trace, c'est le fixer dans le discours descriptif. Le texte procède à la manière d'un reliquaire qui entend centrer la ferveur dévotionnelle sur le spectacle du corps. Par lui, le corps en pièces se rend présentable, il s'expose, il accède à sa valeur sacrée. Bien plus, le texte semble épouser la forme fragmentaire du corps, pareil en cela aux reliquaires qui adoptent parfois la forme du reste qu'ils contiennent. Il présente une structure hybride et hétérogène en multipliant les excroissances narratives et en se réduisant souvent à un amoncellement d'exemples. Le chapitre 15, par exemple, clôt la vie de Lidwine par une énumération de sainte expiatrice du XVIe au XIXe siècle, énumération qui brise l'unité narrative. Le texte exhibe visuellement son morcellement en accumulant une série de paragraphes qui sont autant de résumés de vie, séparés par des blancs typographiques. Au corps informe de la sainte répond un texte qui refuse la mise en forme et adopte la structure énumérative de la liste. Certes, cette accumulation de morceaux narratifs, informatifs et illustratifs risque d'ôter au récit toute littérarité. Mais cette structure prend néanmoins sens à la lumière d'une poétique du fragment. Tout se passe comme si la décomposition de la sainte contaminait la composition du récit, aboutissant à une profonde continuité entre fond et forme, entre chair morcelée et morceaux de texte. Le corps de Lidwine peut ainsi se lire comme le reflet métadiscursif d'une œuvre constamment menacée de déstructuration, mais qui forme néanmoins un tout cohérent. Notons à cet égard qu'il n'est pas anodin que la vie de Lidwine soit cernée par l'évocation du corps intact d'une jeune fille à la beauté idéale. Présentant à l'orée de la vie, donc à l'orée du texte, la beauté spéciale aux blondines des Flandres, Lidwine redevient après sa mort, je cite, ce qu'elle était avant ses maladies, fraîche et blonde, jeune et potelée. La description de la chair désagrégée est ainsi encadrée par l'évocation d'un corps dans son unité qui tient lieu de patron, apte à rassembler le puzzle corporel qui occupe le centre de l'œuvre. En cela, le texte semble adopter la stratégie des bustes reliquaires, qui renferment les fragments mais qui mettent sous les yeux des fidèles l'image du saint comme une personne vivante dans une présence corporelle idéalisée. J'en viens à ma conclusion. Huysmans, on le voit, instaure donc une véritable poétique du fragment. La représentation du corps fissuré et dissous apparaît paradoxalement comme un extraordinaire facteur de cohérence sur les plans poétiques, formels et herméneutiques. Elle témoigne de l'unité esthétique de l'œuvre qui reprend les motifs et les topiques de l'imaginaire décadent tout en les spiritualisant et en les accordant avec le genre exemplaire de la géographie. Celle-ci élabore une sémiologie sacrée du corps décomposé qui passe par une crise de l'approche médicale des morceaux de corps et par la remotivation de leur sens spirituel. Le texte peut ainsi s'envisager, c'était mon hypothèse, comme un discours reliquaire qui fixe la dévotion sur la monstration du corps en miettes. Mais ce reliquaire n'est pas sans risque. Si l'œuvre confère au corps en pièces un rôle exemplaire, c'est in fine l'obsession de la chair morcelée qui vient envahir le récit. Ainsi que le remarque un critique contemporain, Adolphe Brisson, Huysmans éprouve, je le cite, une jouissance singulière à énumérer les plaies de Lidwine, à sonder ses ulcères et à en répandre le pu dans les pages de son livre,
satisfaisant ainsi la prédilection un peu maladive qu'il a toujours attirée vers le horrible et vers le horrible, ça finit bien, vers l'horrible et le hideux. Le spectacle du corps en fragments cristallise ainsi les ambiguïtés du converti, qui, s'il défend un catholicisme âpre et antimoderne, reste attiré par des objets de langage et d'imaginaire irréductiblement équivoques. Je vous remercie.